Claude. Claude. Tu m'appelles, Marc, s'il te plaît? Il est parti. Bon. Alors, ce soir, on va parler de l'apport de l'intelligence végétale aux sociétés humaines. Et toute la journée, nos amis burkinabés nous ont démontré qu'il y en avait. Et on va pouvoir discuter de tout ça. On attend juste Marc. Marc, fais-toi équiper du micro, s'il te plaît. Ce sera plus facile. Comme ça, il y aura tout ce qu'il faut. Bon, on a un petit peu de retard. Nous sommes désolés pour nos amis internautes, mais la précédente présentation était de qualité. On n'a pas voulu l'interrompre. Bon, on va pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons le docteur Lassina Sanou, Virginie Dacchio, Patrice Zerbo, Geneviève Michon, Loukman Savadogo et Marc-Olivier qui nous rejoint. Ah, il y a un petit souci. Il n'est pas on. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on va commencer avec les questions sur la présentation, la dernière présentation de Geneviève. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur agroforesterie? À gauche. Dans les tropiques. Ah, pardon, Zubida, excuse-moi. Tu veux pas répondre? Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit à la fin, que nous sommes tous et nous aspirons tous à une mondialisation qui n'est pas aveugle, une mondialisation heureuse, mais n'empêche que pour travailler et pour donner du travail, surtout dans nos pays africains, on se base effectivement sur le savoir-faire des gens, tout ce qui est notamment pour les plantes médicinales, le savoir-faire en médecine traditionnelle, et sans hésiter, on va essayer quand même d'expliquer par les sciences exactes ce savoir-faire. Pour moi, c'est très important. Je me souviens dans mon cas, quand j'allais essayer d'aider les femmes pour vendre leur huile, je disais, ça marche, c'est très utilisé pour la peau, etc. Mais les gens me disent, Madame, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de science. Donnez-nous un peu de science. Sûr. Donc, c'est vrai que même si on aspire, on se base surtout sur le savoir-faire, mais on est obligé, dans certains cas, pour pouvoir aider plus, de confirmer par les sciences exactes. J'ai dit sans nécessairement chercher à les valider. Ça veut dire que si on peut les valider par la science, ça leur donne d'autant plus de pouvoir. Par contre, ce que la science n'arrive pas aujourd'hui à valider, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide, justement. C'est surtout ça. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des scientifiques qui m'ont dit, ben oui, ça on l'a prouvé, mais ça on l'a pas prouvé, donc c'est pas la peine c'est pas des savoirs. Et en particulier sur les plantes médicinales, je sais pas avec qui on en parlait, mais quand il s'agit de mélange, donc quand on prend une plante, c'est un mélange de principes actifs. Quand on étudie, c'est plutôt, on va essayer d'isoler un principe actif, de voir comment 2 ou 3 ou 4 principes actifs marchent ensemble. Quand c'est beaucoup plus complexe que ça, et moi j'ai un ami qui est phytochimiste qui s'est cassé le nez sur une plante médicinale en Guyane qui marchait très bien. Il a isolé le principe actif qui marchait très bien, mais tellement bien que ça tuait à la fois le parasite et l'hôte. Et il s'est dit, mais ah ouais, le principe actif, donc il y a quelque chose dans la plante qui évite à l'hôte, l'homme en l'occurrence, de mourir quand il ingère cette plante. Donc il a étudié toutes les façons qu'avaient les guérisseurs d'administrer la plante. C'était très varié, il n'y avait pas de règle. Et il a dit, je ne sais pas comment ça marche, donc je ne peux pas valider par la science le fait que cette plante médicinale marche,
Si j'essaye de faire une autorisation de mise sur le marché, évidemment qu'on va me dire non, puisque ça tue les rats, ça tue les chiens, ça tue tout le monde. N'empêche que ça marche. Voilà, c'est ce genre de... Et donc on peut pas dire que c'est pas valide parce qu'on n'arrive pas à le montrer par la science. C'est uniquement là-dessus. Mais évidemment que c'est important, quand on peut, de montrer que toutes ces... Y compris, il y a eu beaucoup d'études, j'avais une amie ethnopharmacienne qui a montré que toutes les fameuses plantes de sorcières en France, voilà, ce qu'on pense être quelque chose de complètement farfelu, avait un rôle important. Donc ça, c'est essentiel pour dire, ben non, elles font pas n'importe quoi, on les a brûlées, c'est dommage parce qu'elles avaient quand même une vraie connaissance. Voilà. Merci. Une autre question ? Merci. On a vu beaucoup d'exemples d'agroforesterie en Afrique. Et donc, l'association entre la culture des peuples et la culture des arbres. Et comment est-ce que vous voyez l'agroforesterie dont on parle de plus en plus en Europe et quel avenir vous lui voyez? Parce qu'a priori, on n'a pas le même positionnement par rapport aux arbres. Je ne dirais pas qu'on l'a pas, je dirais qu'on l'a plus. Ça, donc la plupart des systèmes qu'on avait chez nous ont été détruits pour faire la place à de l'agriculture productiviste. Et donc retrouver ça aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a tout enlevé. Hein. Les structures paysagères, les savoirs, le machinisme qui pouvait aller avec, etc., etc. Donc on réinvente aujourd'hui une agroforesterie qu'on va qualifier de plus moderne. C'est très bien, c'est un bon début. Il serait quand même utile de conserver ce qui reste, parce qu'il reste des choses. Et donc conserver strictement ce qui reste. Et moi, ce que j'ai vu, c'est chez des agriculteurs qui voulaient faire de l'agroforesterie, qui se mettaient à planter donc, des alignements d'arbres, puisque c'est ça qu'on finance aujourd'hui, et qui en même temps avaient coupé la haie sur le bord de leur champ. Je leur ai dit, mais là, vous voulez faire de l'agroforesterie? Il dit, ouais, j'ai planté les arbres, je fais de l'agroforesterie. Et je lui dis, mais là, c'est quoi? Il me dit, c'est une haie, ça sert à rien, je l'enlève. Donc voilà, c'est comprendre que tous ces éléments paysagers qui participaient au système agroforestier d'un peu avant, il n'y a pas si longtemps, il faut les protéger. Et il faut faire de l'éducation auprès des agriculteurs en disant, et puis auprès des gens qui font aussi, qui réfléchissent aux aides à Bruxelles, dire comment on fait pour intégrer les arbres sans réduire les aides, puisque aujourd'hui, malheureusement, les agriculteurs en Europe vivent essentiellement des aides de Bruxelles. Voilà. Une dernière question et on passe à la table ronde. Oui, j'avais une question par rapport aux deux contraintes qui pouvaient se poser sur certains milieux agroforestiers, à savoir le changement climatique et dans certaines zones l'accélération de la désertification, puis dans certains autres espaces aussi la pression démographique. Alors, quelles intelligences les communautés locales ou réponses les communautés locales ont pu apporter à ces contraintes, et notamment, je pense, au rythme de rotation peut-être plus accéléré, si on parle de l'abattage sur brûlis, et quelles solutions on peut apporter, on peut envisager par rapport à ces difficultés qui peuvent se poser. Alors sur les contraintes climatiques, là c'est pas nécessairement les réponses des populations locales à un changement, mais on voit qu'on va vers plus d'aridité, et donc pour inspirer une agroforesterie de zones de plus en plus arides, allons voir ce que font les gens en zone aride, parce qu'il y a aussi à apprendre et puis à diffuser. Donc on a des exemples, énormément d'exemples aujourd'hui de pratiques agroforestières éprouvées qui sont dans des zones extrêmement arides, dont on peut s'inspirer pour établir dans les zones qui s'aridifient des systèmes agroforestiers. Mais après, il va falloir... On en a entendu parler toute la journée au Burkina. Qu'est-ce qu'on fait quand on plante un arbre et qu'il n'y a pas d'eau? On commence à arroser, mais on ne fait pas que ça. On met des termites. Enfin, il y a toute cette intelligence qui est là. Alors, ce n'est pas forcément l'intelligence marocaine qui va servir au Maroc. Elle peut servir ailleurs. Ni ce que font nos amis au Burkina. Ça peut inspirer de l'agroforesterie au Maroc, par exemple. Mais ça implique de
regarder, comprendre, connaître ce qui se fait en zone aride. Après, au niveau de l'accroissement de population, oui, il y a des tas de systèmes agroforestiers qui se sont dégradés du fait de trop de pression humaine ou trop de pression pastorale, par exemple. Ben, on voit bien qu'à un moment, de toute façon, il y a cette transition démographique qui fait aussi qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans les villages, et où que ce soit sur la planète, vont en ville. Donc pour éviter que tout ça ne se dégrade, comme ça s'est dégradé dans le nord de la Méditerranée, conservons les structures qui existent, conservons à la fois les savoirs, mais les structures. Si on abandonne un paysage qui a été aménagé, mais qui a été un petit peu dégradé aussi en zone aride, ça va repousser. On va y avoir des broussailles, des buissons. Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Donc, anticipons un petit peu. Je ne dis pas que tout est merveilleux, mais oui, il y a eu de la dégradation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Il n'y a pas forcément de solution locale à la dégradation. Il peut y en avoir. La solution locale au manque de ressources, souvent, c'est la migration. Ok. Alors, on va prendre une dernière question qui est sur Internet. Je la lis. Il existe beaucoup de plantes à usage, oui. Pour autant, le totem semble le plus souvent plus pertinent sur le plan innocuité que la molécule. Qu'en pensez-vous? Nous avons parlé hier du taxol issu de l'IF. On voit aujourd'hui qu'il peut créer des réactions allergiques violentes, n'est-ce pas, parce que l'on a isolé la molécule? Oui, j'ai répondu en donnant l'exemple de cette plante guyanaise qui, avec le totem, était une bonne plante contre la malaria et avec le principe actif qui tuait tout le monde. Oui, je suis... D'accord. Enfin, après, moi, je suis pas du tout... peut-être que Zobida pourrait répondre, je ne sais pas. Moi, je suis pas du tout chimiste. Yvette Parès avait évoqué ça très fortement avec l'artémisia. Hein, parce qu'au Burkina Faso, on voit des extraits d'artémisia, de l'artémisine, tout ça. Donc, les Américains, pendant la guerre du Vietnam, avaient isolé la molécule, le principe actif d'artémisia. Et le produit qu'ils ont, qui donnait au GI américain au Vietnam, s'est vite révélé, on va dire, insuffisant pour le paludisme là-bas, parce qu'il n'y avait pas la plante entière. Voilà, je peux intervenir. Non seulement quand vous allez isoler une molécule, vous avez un risque de toxicité accrue, vous avez aussi une perte d'efficacité, et vous pouvez avoir aussi apparition de résistance. Oui. Les Chinois utilisent l'artémisia depuis plus de 2000 ans, en tisane, il n'y a jamais eu de résistance. Pourtant, ils sont des millions, des milliards. Donc, statistiquement, il aurait dû avoir des résistances. Par contre, on utilise des molécules comme l'artémisine depuis 20 ans et on va avoir des résistances parce que c'est une molécule isolée. Oui, c'est pour ça qu'il faut définir une nouvelle phytochimie qui est une phytochimie matricielle et non plus moléculaire. La plante, c'est une matrice. Et le corps, il connaît la matrice, mais il ne connaît pas la molécule. Il n'y a pas de molécule qui se balade toute seule comme ça. Elles sont toujours en enrobage. Donc, c'est la muqueuse du corps connaît cet enrobage, connaît cette matrice, mais ne connaît pas la molécule toute seule. Alors c'est là que l'apport de la science, effectivement, est intéressant. Parce que instinctivement, on va prendre évidemment la matrice entière, donc la plante entière, mais on aime bien à un moment donné produire en plus grande quantité, donc on va vouloir isoler la molécule. Voilà. Eh bien, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc on va vite s'en rendre compte, effectivement, avec le mécanisme allergique qui augmente. Etc. On voit ça aussi avec le blé et les gluten. C'est-à-dire qu'on a sélectionné de plus en plus de variétés de blé qui contiennent un taux de gluten de plus en plus faible. Et dans la protéine du blé, avant, il y avait des acides aminés qui permettaient de digérer cette protéine. Et dans les variétés modernes de blé, il n'y a plus cet acide aminé qui permet de digérer cette protéine. Et résultat, on se retrouve avec une protéine de blé sans acide aminé pour la digérer. Donc ça crée des états inflammatoires dans l'intestin. Et la protéine complète du blé contient toutes sortes d'acides aminés, donc c'est sa matrice complète. Et plus les variétés de blé sont anciennes, plus la matrice est riche, et donc enrichit la flore intestinale. Donc si je peux me permettre, on peut déjà démarrer tout de suite. Je
peux lancer un truc là? Je voulais juste rajouter un truc sur cette molécule versus totem. C'est notre système de propriété intellectuelle et notre système économique. Isoler une molécule permet de déposer un brevet et d'avoir des royalties. Alors, le totem, non. Non, voilà. Bon. Et ça serait intéressant, je trouve, de... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à l'instant. Il y a en fait deux choses aussi. C'est que quand on isole, pourquoi on va jusqu'à isoler une molécule? Parce qu'on cherche à tout prix à connaître le mécanisme. Comment est-ce que notre corps va réagir et quel est le mécanisme? Et la deuxième chose, c'est que cette molécule-là, on veut à tout prix passer à la synthèse. Comme ça, on se débarrasse de la plante. Voilà, ça rapporte mieux. Alors, si je peux intervenir, c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi je travaille à la cosmétique. Parce que dans la cosmétique, on avance un petit peu, on trouve que c'est assez efficace, on n'a pas forcément besoin de connaître la molécule en question, et on revient à la plante, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller synthétiser dans un laboratoire en France, et puis on laisse les pauvres populations, on a pris leurs connaissances, on a travaillé sur leur plante, et puis hasta luego, baby. Non, on retourne sur place, on leur dit c'est grâce à vous qu'on a trouvé cette plante, on travaillera dans votre village, on va la récolter chez vous, on va faire un totem qu'on va mettre dans notre produit. Et par exemple, à Corot, moi ça fait 25 ans que je travaille dans le même village, avec le même partenaire cosmétique. Donc on a aussi une durée de travail. Bon, le seul souci de la cosmétique, il faut quand même le dire, c'est qu'on va, on va mettre 0,1% dedans. Bon. Si on mettait 5%, ça serait mieux. Et c'est ce qu'on fait dans nos produits ou dans nos savons. Dans nos savons, on ne met pas 0,1% de beurre de karité. On met 80% de beurre de karité. On a une huile efficace, l'huile de dattier du désert ou l'huile de Nîmes, on en met pas mal. Et du coup, on a l'efficacité qu'on a trouvée par rapport à la tradition. Ils nous ont dit que c'était efficace. Ça a été un peu étudié et on revient aux grosses quantités. Et à chaque fois, on doit acheter dans les villages. Il y a des coopératives qui vont produire, etc., etc. Et du coup, là, c'est beaucoup plus intéressant que l'industrie pharmaceutique, qui va justement isoler la molécule. Après, ils n'ont plus besoin de qui que ce soit. Donc, on travaille plutôt avec la cosmétique. Patrice. Oui, je voulais juste ajouter que le milieu également a un impact sur la qualité des molécules. Parce que la plante peut être utile, on va voir qu'elle produit ça. Lorsque vous la déplacez, vous allez ailleurs, un peu comme l'artémisia qui est bien utilisée dans les pays, l'autre côté. On l'amène dans nos zones. Le climat, la zone, le sol, l'écologie, surtout, influence sur la qualité des molécules qui se trouvent dans la plante. Donc, il faut tenir compte. Oui, merci. Évidemment, il faut en tenir compte, il faut l'étudier, il faut le vérifier, mais il ne faut pas partir avec des a priori en disant non, ça ne marche pas. Et si on n'a pas les modèles pour prouver que ça marche, on doit attendre d'avoir ces modèles, et en attendant, on ne dit pas ça ne marche pas. Oui. Voilà. Alors, on a vu pendant l'épidémie, il y a beaucoup de pays africains qui ont dit nous, on a des plantes qui fonctionnent. L'OMS a dit ça ne marche pas. Moi, j'attends de l'OMS qui disent on vous envoie 10 milliards de dollars et 150 chercheurs pour vous aider. Mais on ne dit pas ça ne marche pas. On dit on va essayer de vérifier. Et si on ne peut pas, en attendant, on avance. Voilà. Et puis, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est la sémence. La sémence des générations. Lorsque vous produisez l'artémisia, vous récoltez les semences, vous les utilisez, vous récoltez, il faut voir à quelle génération que la concentration des molécules n'est plus utile. Beaucoup. Ça compte beaucoup. Ça, c'est très intéressant. C'est ça, sur le plan phytochimie. Ouais. Merci. Des débats. Il y a d'autres questions. Eh bien, on va revenir à la table ronde. C'est l'apport de l'intelligence végétale aux sociétés humaines. Alors, moi, je me demande, est-ce que quelqu'un dans le monde a eu l'idée de calquer l'intelligence des plantes pour essayer de faire des choses mieux dans notre monde humain? Puisque les plantes, elles, savent gérer, ont l'intelligence pour gérer à la fois l'eau, l'oxygène, le carbone, etc. Est-ce qu'on a essayé de prendre le modèle de ces plantes quelque part pour au moins de s'en inspirer? Oui, il y a des modèles déjà. Par exemple, quand on prend le velcro. Le velcro a été inspiré en regardant des plantes. Donc ça, c'est quelque chose de physique. Donc ça a été inventé en observant les plantes. Je ne sais pas si c'est pas ce qu'on appelle le biomimétisme.
C'est le biomimétisme. On regarde ce que fait la nature et on essaye de faire pareil, soit dans les constructions, dans les colorations. Quand on regarde les inventions humaines, rien n'est inventé qui n'est déjà dans la nature. Ça, voilà. Donc, en fait, l'homme a copié la nature. L'homme copie souvent. Ouais. Copier la nature. Et là où on devrait copier la nature, comme dit Francis Allais, le truc qui marche le mieux pour le changement climatique, c'est quand même la forêt, quoi, l'arbre et la forêt. Là, on n'a pas encore bien compris. Okay. Par exemple, lorsqu'on prend par exemple l'habitat dans lequel la plante vit, on peut calquer, on peut copier. Si on veut démultiplier la plante, on voit dans quel habitat la plante vivait. Même les plantes, les espèces qu'on utilise pour, par exemple, dans l'agroforesterie, pour lutter contre la dégradation des terres, l'érosion des sols, on essaie de voir dans l'habitat in situ quel était l'habitat de la plante. Même lorsque vous prenez par exemple le Hippomawa azarifolia, dans l'ancien temps, les paysans utilisaient ça pour protéger contre l'érosion des sols. Et c'est dans des zones de ravinement, des arcs de drainage, des eaux qu'on plante. C'est Hippomawa là qui aime l'eau, c'est que c'est sur des arcs d'eau qu'il faut planter. Donc ça aussi, c'est une intelligence calquée. On peut utiliser des espèces pionnières pour reboiser des endroits où il y a eu des sociétés minières, ou quand on fait des bords d'autoroute avec des pentes, les botanistes vont prendre des espèces pionnières, vont planter ça en premier. Si vous commencez à planter des grands arbres d'alignement, ça ne marchera pas. Donc vous commencez ainsi de suite. Donc on observe comment les plantes se comportent et différents stades pour arriver finalement à quelque chose de joli. Ça peut être... Alors il y a une ville en Europe qui s'est inspirée des architectures végétales et ça s'appelle Venise. Venise, les vieux bâtiments de Venise sont tous construits au nombre d'or. Vous avez entendu? Je répète. Plus près, le micro. Les vieux bâtiments de Venise sont tous construits selon les proportionnés au nombre d'or. En Italie, on a le Dôme de Milan aussi, qui est construit proportionné au nombre d'or. Mais le micro proche. Encore? Oui, pour qu'on entende bien. Mais c'est pas une glace. Ouais. Je disais donc, je répète. Donc en Europe, on a une ville, au moins une, Venise, qui vient de Vénus. La ville de Vénus, donc, dont tous les vieux bâtiments sont construits selon le nombre d'or, en proportionné au nombre d'or. Le nombre d'or, j'en parlerai demain, qui est particulièrement utilisé dans le monde végétal, comme M. Zurcher a pu vous le montrer avec les pommes de pin, avec le tournesol, etc. On pourrait très bien construire même des parcelles de culture comme ça, en utilisant le nombre d'or. Le nombre d'or, il fait appel à c'est le nombre d'or en mathématiques, parce que je pense que la raison pour laquelle on a peur de la science, c'est parce qu'on a peur des mathématiques. Or, si on voyage un peu sur la Terre, vous verrez qu'il y a un très très beau film qui s'appelle L'homme qui connaissait l'infini, The Man Who Knew Infinity, qui est l'histoire vraie d'un jeune mathématicien du début du XXe siècle, qui a sorti des équations absolument démentes. Il était comptable, en fait, il était mathématicien, il était comptable. Et il a sorti des équations absolument démentes que l'on commence seulement à comprendre maintenant. Et le mathématicien anglais d'une immense université de Londres ou d'ailleurs, je ne sais pas, lui demande un peu, mais d'où il vient tout ça, d'où il sort tout ça? Il lui dit, ça vient de la déesse de la famille qui s'appelle Namadjiri. C'est la déesse des mathématiques qui influence toute la philosophie indienne et toutes les mathématiques. Il ne faut pas isoler les mathématiques de la nature, si vous voulez. La nature fait des mathématiques aussi. Les arbres font du fractal, les pommes de pin font du nombre d'or, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de la science. La science elle-même ne fait que copier la nature aussi. La nature fait de la science. Les arbres font des mathématiques. Donc on peut s'inspirer des mathématiques de la nature, des architectures végétales, pour bâtir les villes de demain, comme Venise. Oui. Merci Claude. Je voulais ajouter... Ou bien, vous voulez donner la parole là-bas? Je peux? Vas-y. Voilà, je voulais ajouter que par rapport à ce qu'on a dit, au fait, tout existe et on ne fait qu'imiter.
J'ai parlé tout à l'heure de la théorie de la signature que vous avez dû connaître en Europe ici. Jusqu'à aujourd'hui, elle est vérifiée. Mais on n'a rien inventé. Voilà. Le semblable soigne le semblable. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est valable. Ah bon? Ah bon? Oui. Claude parle du vélo que on va vous le l'homme a montrer. inventé, mais il n'y en a pas dans la nature, effectivement. Mais le principe de fonctionnement du vélo, c'est peut-être inspiré de quelque chose. C'est sûr. Laissez parler le monsieur. Vas-y, jeune homme. Concernant, puisqu'on parle du rapport phi puis du nombre d'or, comment explique-t-on les bienfaits, les intérêts et les avantages de construire des choses en respectant le nombre d'or? Est-ce que c'est par rapport aux ondes de forme qu'émettent ces constructions qui respectent donc le nombre d'or? Est-ce que c'est par rapport au fait que ces constructions captent mieux les ondes scalaires et les neutrinos donc, présents dans le vide et dans l'espace? Comment on explique finalement les intérêts de ces constructions qui respectent le nombre d'or? Je demande à celui qui peut me répondre. Merci. Pour information, les dimensions de ce chapiteau sont au nombre d'heures. Et la carte bleue aussi, hein, c'est pour ça que ça marche. Hein. Votre carte Visa, là, les proportions sont au nombre d'or, c'est pour ça que ça marche bien. Il faut s'inscrire au stage sur le nombre d'or. Tu sauras mieux. Ok. C'est difficile de répondre à... Et par rapport à l'intelligence de la plante, il y a une chose qui est très banale. La régénération des espèces de façon naturelle. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour démultiplier les plantes, il y a eu une observation sur le terrain. On dit que telle espèce se propage par voie végétative, telle espèce se propage par voie non végétative. C'est-à-dire que la voie asexueuse et la voie sexueuse. Donc, lorsqu'on prend par exemple la régénération naturelle des plantes dans la brousse, on observe, il y en a qui drageonnent. On observe ça qu'à partir de la racine, on peut multiplier la plante. Comme lorsqu'on prend le Deuterium microcarpum, c'est par des observations que la plante se multiplie, se propage naturellement par voie de drageons des racines. Donc, si la racine est blessée, et ça pousse. Le capotier qu'on parlait ici à fleurs rouges, ça a été observé aussi sur les terrains. Le capotier, quand les paysans cultivent, on blesse les racines, ça pousse. Donc, on a vu cela, on a développé un projet pour conserver, c'est dans l'agroforestier, on dit les 5 espèces, conservation de 5 espèces, des parcs agroforestiers par voie végétative, aller blesser les racines dans les parcelles agricoles et laisser pousser les drageons, les prélever, les transplanter. Donc, c'est une intelligence qu'on a calquée chez les végétaux, des stratégies de dispersion, des stratégies de propagation des diaspores. Tout cela, c'est des intelligences calquées par les végétaux. Quelqu'un veut-il rebondir dans la salle ou une question? Pardon, excusez-moi, monsieur. Bonjour. C'est pour... J'aurais une question. J'ai vu le film de Francis Allais sur la première forêt primaire. Le titre du film exact, je ne m'en souviens pas. Mais il explique, bon, si on fait une coupe à ras sur une partie de zone de forêt équatoriale primaire, par exemple, je crois que c'est avant de retrouver la couverture qui a été coupée, je crois qu'il faut compter 800 ans, ou on va dire une dizaine de siècles. Bon. Et il constate qu'il va y avoir une première génération d'arbres qui vont coloniser en priorité. Puis ensuite, ces arbres-là vont abriter des petits, puis ils vont disparaître. Donc il y a une dizaine de peuplements successifs qui disparaissent, mais qui protègent les nouveaux arrivants. Bon, voilà. C'est un film que j'ai... Francis Allais, je ne sais pas si vous l'avez contacté pour qu'il vienne ici, mais moi je l'ai vu aux Journées de l'écologie à Die. Je trouvais ça génial, quoi. Voilà. Bon, non, attendez, pardon. Hein? Voilà. Je peux continuer? Ouais. Thank you. Voilà.
Voilà, je voulais savoir, moi, par rapport au problème des sociétés humaines, on cherche désespérément, les arbres, ils sont cool, comment ils font? D'abord, ils n'ont pas le même sens du temps que nous. Hein. Moi, j'imagine une population d'arbres adultes qui est installée quelque part, et il y a un vent nouveau d'une migration, vous voyez ce que je veux dire, qui amène des graines et puis des nouveaux arbres, et qui se posent au milieu, qui arrivent dans certains terrains, déjà colonisés par les racines des arbres adultes et des semis qu'ils ont fait. Comment se passent les choses? Est-ce qu'il y a une acceptation? Est-ce qu'il y a un rejet? Ou est-ce qu'il y a des lois biologiques inéluctables qui font que certains arbres sont tolérés, essence d'ombre ou essence de lumière, allergie des racines, des substances chimiques, donc on va dire au miracle, mais est-ce que ce n'est pas des lois biologiques qui font que les nouveaux étrangers seront acceptés et puis d'autres seront éliminés? Un peu comme chez nous, hein, il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne, il y en a très peu en France. Moi, c'est un Polonais qui me l'a dit. Bon, il y a des affinités culturelles, c'est humain, c'est normal. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser le monde des arbres, parce qu'il a, je veux dire, un arbre, vous avez deux arbres à côté, bon, ils vont occuper l'espace, hein, mais ils savent qu'avant que les branches se touchent, il faut 12 ou 20 ans, il y a le temps de voir les choses. En plus, ils ont un génome souvent beaucoup plus riche que le nôtre, hein, ils prennent leur temps, parce que comme dit Francis Allais, je ne l'idolâtre pas, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Imagine, un grain de riz a un génome beaucoup plus riche que le nôtre. Il y a beaucoup plus de chromosomes ou je ne sais pas quoi. Et il dit, pour dire, eh imaginez que vous ayez les pieds dans l'eau, vous êtes un grain de riz, il va falloir faire une plante, vous ne pouvez pas bouger, hein, vous êtes sédentaire, et il va falloir faire un épi. Donc vous allez gamberger d'une autre manière. Voilà. Bon, mais je veux dire, moi, c'est simplement, est-ce qu'on peut... moi, quand j'entends l'intelligence végétale, je me dis, est-ce qu'ils ont développé des intelligences de cohabitation, de survie, de moindre mal, de moindre agression, qui pourraient nous servir? Je ne sais pas. Voilà. Bon, déjà pas. C'est toute la question de ce débat, et ça fait 3 jours qu'on en parle. Et oui, c'est pour ça que vous avez été en question. Non, mais c'est intéressant. Oui, oui. Non, mais les successions de stades, les successions d'espèces végétales dans un repeuplement suite à une trouée, ou nous, quand on fait par exemple une coupe rase, par exemple, on a des forestiers qui vont faire une coupe rase. Imaginons qu'on puisse les chasser, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on sait qu'il faut mettre des plantes pionnières, et pendant que les plantes pionnières vont pousser, on va en mettre d'autres, comme ils ont montré, comme Madame a montré dans l'agroforesterie. Ça se fait, on va tenir compte des différents types d'espèces. Et ça va aller plus vite que si on ne fait pas attention. Par rapport aux compétitions entre arbres qui existent déjà, d'autres qui arrivent, il y a des espèces végétales qui sont plus tolérantes que d'autres, et il y a des espèces où vous ne voyez rien dessous. Vous vous baladez dans certaines forêts qui sont très claires, parce que certains arbres, ils ne tolèrent pas d'autres espèces. Ils vont envoyer des molécules, c'est comme s'ils interdisaient, ils ne veulent pas de voisins. On a parlé, il y a des espèces qui sont plutôt solitaires ou alors monospécifiques, et il y a d'autres espèces, c'est comme les êtres humains d'ailleurs, ou comme les animaux. Vous avez des animaux qui tolèrent d'avoir plein d'autres animaux. Comme quand l'éléphant arrive, il chasse tout le monde à la mare. Voilà. Il y a d'autres animaux qui tolèrent que d'autres boivent en même temps. Bon. Et je pense que dans la nature, il y a plein de diversité. Et puis, on ne peut pas donner une loi générale. Il y a des diversités et il y a des affinités. Moi, je voudrais mettre un tout petit bémol sur les 700 ans de la forêt primaire. Peut-être même un gros. L'Amazonie... Regardez cette forêt primaire extraordinaire. On est en train aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, de découvrir que l'Amazonie, avant Christophe Colomb, donc ça fait quoi, 500 ans 600, 600. Presque 600, oui. 1492, hein. Ouais, c'est ça. Eh bien, il y avait du monde partout. 530. Donc, c'est de la forêt qui a repoussé à des endroits qui ont été défrichés. Et ça fait... Voilà, on a pris ça très longtemps pour de la forêt primaire. On n'est pas à 700, 800 ans. Voilà, c'est petit bémol. Il y a des botanistes qui peuvent ajouter. Non. Je pense que Marc a tout dit. Il y a, comme depuis la nuit des temps, au niveau des plantes qui aiment vivre seules, solitaires. Il y a d'autres qui ne peuvent vivre qu'en société. Et donc, s'il y a de nouveau qui vient, alors il doit, avec son intelligence, il s'adaptera dans le milieu. Vous savez qu'il y a des flux de gènes, qu'on le veuille ou pas, il y a des flux de gènes qui traversent, ça c'est un peu
la génétique qui traverse le monde et ça peut influencer, tout comme les arbres peuvent fusionner, comme on a vu chez vous, par les tiges, ce qui peut jouer un peu dans la génétique, pas trop, mais un peu quand même. Voilà. Donc, si l'arbre se trouve dans le milieu, s'il est nouveau, s'il ne peut pas vivre avec les autres, ben, il se casse, voilà, c'est tout. Mais, en tout cas, l'arbre fera tout pour résister, parce qu'il a en lui une certaine potentialité qu'il n'a pas encore développée et que l'homme ne connaît pas. Et ça, il va l'utiliser pour vivre. Ça, je suis convaincu. Ce que je voulais ajouter, vous savez, dans un habitat, vous aviez ce qu'on appelle les espèces indicatrices ou diagnostiques qui indiquent tel type d'habitat. Et vous aviez d'autres qui sont indifférentiels. Donc, qu'on peut trouver, qui n'ont pas de préférence en termes de milieu, d'habitat, de biotope, qu'on peut rencontrer partout. Donc, et ces espèces indicatrices ne sont pas forcément les espèces dominantes d'un point de vue occupation du milieu. Et lorsque nous prenons par exemple la dispersion, la diaspore, les diaspores des plantes, chaque espèce a sa stratégie de faire disperser. Vous avez les anomogames, c'est-à-dire que c'est dont les semences sont dispersées par le vent. Comme ce que je disais, si vous prenez le capotier à fleurs rouges, il y a du coton qui est greffé au niveau des graines et s'il y a le vent, ça part loin. Et pour cela, cette espèce-là a développé une stratégie pour se régénérer sur place par les dragons. Donc, vous avez aussi les saprophytes qui ne peuvent pas vivre seuls tant qu'il n'y a pas une autre espèce à côté. Donc, il y a les grégaires, les solitaires qui n'aiment pas la compétition, qui préfèrent être seuls. Donc, dans le milieu, il y a tout un ensemble comme ça qui permet aux plantes de vivre ensemble et de cohabiter. Et même avec la faune aussi contribue à cette cohabitation entre les plantes, puisque la faune contribue aussi à la dispersion, les zoomanes là, qui dispersent les graines. Et même les oiseaux, quand on prend par les ornithocores, qui disent, c'est là aussi. Quand on prend les résiniers, ornithocores, donc c'est les oiseaux qui dispersent. Tout ça, c'est des stratégies qui permettent de se multiplier et de pouvoir vivre en harmonie dans un milieu donné. Voilà, c'est ça que j'avais ajouté. Merci. On va prendre une autre question. Voilà, depuis le début, on parle de comment l'intelligence végétale peut créer du matériel, donc se nourrir des bâtiments et autres. Moi, je voulais savoir si, notamment chez les chasseurs d'oiseaux, en Afrique, on s'inspire beaucoup plus des génies et de leur savoir. Et donc, je voulais savoir si ça avait une influence sur les modes de gérance des villages. Est-ce qu'ils peuvent aider à régler les conflits, par exemple ? Oui. Vers la fin, il demandait si l'appui des génies ou des plantes peut aider, par exemple, les villages à régler des conflits. Alors moi, je sais qu'il y a des plantes, par exemple, qu'il est interdit de récolter et de brûler dans certaines familles, parce qu'on dit que ça amène la bagarre. Ça existe. Il y a d'autres plantes aussi, avec lesquelles, par exemple, une famille a fait des contrats d'amitié, des pactes depuis des générations. Quand un garçon de la famille épouse une fille d'une autre famille, les grands-mères lui indiquent telle ou telle plante, là, il ne faut pas la couper, celle-là, il ne faudra pas la brûler, parce qu'elle fait partie de notre famille. Donc la jeune mariée, on lui apprend comment elle doit gérer la brousse, l'activité, quoi. Donc ça, c'est pour éviter des problèmes, déjà. Après, il doit y avoir d'autres plantes qui protègent ou qui aident à... Alors moi, je vais réfléchir, parce que sur le moment, je passe la parole à mes voisins. Non. Bon, il y a assez de plantes qui ont des rôles, je pourrais dire, sociaux assez spécifiques.
Par exemple, il y a une espèce que j'ai projetée ce matin, des gardénias. Dans certaines sociétés, chez les Mosé, là par exemple, une femme ne doit pas utiliser pour préparer de la nourriture. Si elle insiste, elle fait, son mari va venir la frapper. Jusqu'aujourd'hui. C'est pas du passé, hein, jusqu'aujourd'hui. Donc on apprend donc aux uns aux autres ces connaissances, on les montre ces espèces. Ben, si tu ne crois pas, essaye. Tu verras ce qui va arriver. Chez moi, on a une espèce, on ne la met jamais dans la cour. On peut mettre hors de la concession. Vous savez, dans les villages, le père est là, voilà, les enfants grandissent, ils prennent leur femme, donc on ajoute maison à maison, comme une termité, on ajoute la terre à la terre. Donc finalement, la concession est grande. Cette espèce, on ne doit jamais la mettre, en tout cas au sein de la concession. On peut mettre à la porte, mais jamais dans la concession. Quand on met là-bas, la famille sera séparée. On va se disloquer, les uns vont aller à l'est, d'autres à l'ouest, au nord et au sud. Et jusqu'à aujourd'hui, on respecte. Et il y a pas mal de plans, il y a pas mal d'exemples. Alors, il y a une espèce qui est très importante, par exemple la cola, la noix de cola. La noix de cola, bon, vous avez vu un chasseur qui la donne en amitié à un arbre avant de faire des récoltes, mais c'est aussi une plante qui est utile dans certaines situations sociales, comme pour des mariages, des choses comme ça. Vous allez, par exemple, quand vous êtes amoureux d'une jeune femme, et vous allez voir ses parents, et vous allez donner la cola. On dit, et tu dis, je veux me marier, je suis fiancé, et ton camarade te demande, est-ce que tu as donné la cola? Voilà. Donc, tant que tu n'as pas donné la cola, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Et c'est aussi un problème pour régler des conflits. Si tu as offensé quelqu'un, une personne âgée, etc., tu peux acheter de la cola et aller lui remettre en disant, voilà, j'ai fait des erreurs, je te demande pardon, voici la cola. Et le fait de donner la cola, c'est un moyen une sorte de sincérité, parce que tu ne peux pas mentir sur la plante. Voilà. Tu ne peux pas mentir en disant, ouais, tiens, je vais dire au vieux, là, je lui donne un peu de cola. Non, si tu... Donc c'est aussi des plantes de don et de pardon. Tout à fait. Et de fixation d'un pacte. Voilà. Je vais me marier, je demande pardon, et il y a une plante que je donne à ce moment-là pour authentifier l'acte. Comme un tampon du notaire, c'est validé. Et c'est efficace. Hein. Moi, j'ai eu une fois des soucis avec des tradipraticiens. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait fait des formations, et à l'époque, le directeur du projet me disait, on n'a pas de per diem à distribuer aux gens. Parce qu'en fait, il y avait eu tout un moment où en Afrique, dans d'autres pays, on faisait des formations, dire on invite les gens, on les loge, on les nourrit, on paye le formateur et on donne de l'argent aux gens qui ont assisté à la formation. Alors qu'en Europe, à la même époque, tu payes ton hôtel, tu payes ton avion, tu payes tout, tu payes le formateur. Bon, c'était un peu opposé. Mais il y a eu un moment où on voulait aider les gens, il y avait beaucoup d'argent, donc on a fait comme ça. Puis quand l'argent a commencé à diminuer dans les années 80-90, ce qu'on a réduit en premier, c'est les per diem. Il y a des gens qui avaient été habitués à recevoir des trucs. Et donc, on n'avait plus assez pour leur donner des per diem. Et du coup, il y a des tradipraticiens qui ont dit, Olivier, tu vas nous donner combien? Et j'ai dit, ben non, on ne vous donnera rien. J'ai dit, d'ailleurs, vous êtes venu pour apprendre, pas pour récupérer des sous. Bon, c'était chaud, le débat était très chaud. Et puis, comme on dit en Afrique, j'ai parlé mal. C'est-à-dire, il y avait des vieux qui étaient plus vieux que moi, des anciens, etc. Mais moi, je me suis mis en position de quelqu'un qui est neutre. Vous êtes venu pour apprendre quelque chose. Donc, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de parti politique. Non, on est tous ensemble. Du coup, comme on dit, j'ai parlé mal. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est pas bien, mais mes assistants, ils traduisaient après, on a fait une petite réunion. Donc, le matin, j'étais au grand marché, j'ai acheté 2 kilos de noix de cola, de belle qualité, des noix, des blancs et des rouges. Voilà. Et puis, moi, la nuit, je leur avais dit, bon, rendez-vous demain matin. Et au matin, il y avait le petit déjeuner. Et je suis venu exprès pendant le petit déjeuner. Comme quand il y a tous les gens qui sont regroupés au repas. Et puis j'ai pris ma cola comme ça, gaillardement, bien ouvert dans un panier pour qu'on voit ce que c'était. Je traversais la salle et j'étais voir le plus vieux du coin. J'ai dit, voilà, hier on a discuté, on va essayer de trouver une solution. En attendant, je vous ai amené ça. Et quand tu fais le geste comme ça, tu es en équilibre. Donc soit le gars il prend, soit tu tombes. Et donc le gars il ne peut pas ne pas prendre. Et donc, il prend, il accepte tes excuses. Voilà. Tu as proposé des excuses, tu as amené la cola, tu as fait un effort, tu as reconnu tes erreurs. Voilà. On va trouver des solutions. Et donc, il prend la cola et puis c'est fini. Oui. Voilà.
Et après, moi, je téléphone à Ouaga, comment on fait, etc. Pendant ce temps, voilà, la formation a continué. Puis le soir, j'ai dit, bon, ben voilà, le directeur accepte de donner la moitié qu'il donne d'habitude. Voilà. Virginie, tu voulais ajouter? C'était juste aussi pour partager, apporter ma petite contribution. Hein. Il y a une plante que j'ai rencontrée dans un village pas loin de Banfora. Et le nom en Djoula s'appelle Keletigayiri. Voilà. Keletigayiri, pour traduire, c'est l'arbre qui provoque, qui incite à la bagarre. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on appelle cette plante-là comme ça? Que non, en fait, quand une femme va en brousse et qu'elle ramène le bois mort même de cette plante-là, qu'elle vient utiliser ça pour faire sa cuisine, le même jour, il y a la bagarre dans la maison. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'en fait, c'est un bois qui crépite beaucoup, ça fait beaucoup d'étincelles. Et c'est la raison, je ne sais pas si c'est les étincelles qui dégagent un mauvais esprit ou l'esprit de la bagarre, que c'est ça qui, disons, envenime un peu, énerve les gens, ils s'énervent les uns les autres dans la cour, et puis voilà, chacun se tape dessus. Voilà, donc, chez nous, en tout cas, on y croit. Donc, du coup, bon, tu connais la plante, tu t'arranges pour ne pas aller chercher ça pour faire ta cuisine. Voilà. Et souvent, les courtouses, pour se faire la bagarre, il y a une qui va aller chercher, venir allumer exprès. Voilà. La bagarre déclenche dans la famille. Dans les foyers où il y a la polygamie, tu peux avoir une des femmes qui va prendre ça exprès pour allumer le feu. Voilà. La jalousie, encore. Ok. Loukman, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Sinon, c'est nous aussi. Et mon père, il m'a dit que avant, il y avait le vieux qui se confiait à des arbres. Tu pars à côté de l'arbre, tu dis, bon, ils viennent me confier à toi, je demande que tu me protèges contre les maladies, contre les mauvaises personnes. Voilà. Et après, tu lui donnes peut-être cola, peut-être du lait, peut-être sel, voilà, tout ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, des offrandes à l'arbre. Voilà. Et pour le règlement des cas sociaux, souvent dans les villages, c'est ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Souvent, il y a un arbre qui est au milieu du village. Ça peut être un caïcidra ou un fromager ou bien un figuier, le Fucus tonongi. Donc, si quelque chose se passe dans le village, les vieux, les anciens se retrouvent sous cet arbre-là et qui règle ça. Et une fois que c'est réglé sous cet arbre-là, c'est fini. Il y a aussi, dans certains villages bobo, où il y a un arbre. Si, par exemple, la génération manque du respect à leurs aînés, on les invite, on les convoque sous cet arbre-là, Cordia mixa, et on les corrige correctement. Moi-même, personnellement, j'ai suivi cette correction. Ouais. Quand j'étais adolescent, ouais. Puisque c'est l'ensemble. Quand une personne groupe tout. Manque du respect, c'est toute la génération qu'on convoque là-bas. Ouais. Puis, Cordia mixa. Quand on dit qu'on vous convoque sous les... Bon, en bobo, on dit toué. Si on me dit de venir sous les toués, ah là, ça veut dire que ça va chauffer. Ça va barder. Tu es obligé d'y aller. Ouais. D'accord. Puisque les initiations se font par tranche d'âge. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, il peut y avoir des gens de 20 à 25 ans qui sont initiés. Donc, si l'un d'entre eux fait une erreur, ils sont convoqués tous de toute la tranche d'âge. C'était aussi des méthodes. D'accord. Mais si vous connaissez un forgeron, il y a les quartiers des forgerons. Le forgeron, vous allez le voir, vous expliquez la situation, vous dites voilà, elle a fait telle erreur, il faut en parler aux vieux, il faut discuter, on est prêt à s'amender, on a amené des colas, etc. Et le forgeron va intercéder auprès des anciens avant que vous vous retrouviez tous ensemble. Ce qui fait que pendant la discussion sera moins sévère, puisque les vieux ont déjà conclu un accord avec le forgeron. Mais il faut évidemment anticiper, et puis voilà. Ça existe aussi. Oui. Le forgeron, parce que c'est l'homme qui maîtrise le feu, le fer et donc la terre.
C'est pourquoi on a vraiment un grand respect pour le forgeron dans toutes nos sociétés traditionnelles. Ah oui, ça, il est au début de la culture, puisqu'il faut là d'abord pour creuser la tombe. Bref, c'est l'homme vraiment qu'on respecte. Quand il demande pardon pour toi, c'est que non, c'est sûr, tu es excusé, tu es pardonné. Mais encore faudrait-il que tu devances les autres là-bas. C'est ça aussi. Merci Patrice pour ces précisions. La pendule tourne, comme dirait Irénée, je ne sais pas s'il est encore là, et il est temps de se restaurer et on recommencera à 20h30 avec le film sur le gardien du baobab de Toubousséli, à l'issue duquel il y aura quelques débats encore, donc on pourra poser les dernières questions si vous le voulez bien. Parce que le film est un peu moins long que ceux d'hier, c'est 45 minutes. Oui, le il fait film. 45 minutes, oui. Voilà, c'est un petit peu moins long. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Lassina, merci Virginie, merci Patrice, merci Geneviève, merci Lukman et merci Marc.